Cet après-midi, on va commencer pendant une demi-heure à parler de l'emploi, le défi de l'emploi, nouveaux regards, nouvelles pratiques. Alors vont intervenir au cours de cette demi-heure Patrice Bonny qui va diriger un petit peu les débats. Patrice est ingénieur des travaux publics, il a travaillé pendant 40 ans dans le BTP, il est militant associatif, clubs régionaux d'entreprises partenaires de l'insertion, Solidarité Nouvelle pour le logement, Groupement national des initiatives et acteurs citoyens. Patrice anime l'atelier emploi du pacte civique depuis 2015. Il est membre du conseil d'administration de l'association Territoire Zéro Chômeur de longue durée et il est adjoint au maire de Cernay-la-Ville. Vous aurez aussi Michel de Virville qui va intervenir, qui est statisticien de formation, qui a été conseiller technique dans divers cabinets ministériels de gauche et de droite. Il a été secrétaire général puis DRH de Renault de 2003 à 2008. Il a été ensuite président de l'UNEDIC au titre du MEDEF, directeur du Collège des Bernardins et depuis 2016, vice-président du Fonds d'expérimentation territoriale contre le chômage de longue durée. C'est ça ? Je ne me suis pas trompé. Et puis vous aurez une intervention de Bertrand Villemin-Guaran, de formation économique. Il a suivi une triple carrière de conseiller technique auprès des institutions politiques, de cadre industriel, notamment à EDF et GDF. Et il est délégué associatif, il est détaché d'Engie dans le cadre d'un mécénat de compétences et il met en œuvre l'activité employeurabilité de l'atelier emploi du pacte civique. Alors, on a déjà un petit quart d'heure dans la vue, mais donc on a une demi-heure de débat qui vont être dirigés par Patrice. Je demande aux intervenants de bien tenir leur horaire. Voilà. À toi, Patrice. Donc, on va attaquer pour cette demi-heure compacte et j'espère tonique sur l'emploi. Donc, on va vous parler de l'atelier emploi. Ça a été évoqué ce matin. On a bien dit que le pacte civique, il y avait un versant think tank et un versant do tank. Les ateliers, alors vous aurez des illustrations d'autres ateliers qui vont suivre, c'est le versant do tank. C'est-à-dire qu'on essaye de mettre un peu en pratique. Le pacte civique, vous avez bien compris, c'est 4 valeurs et 3 niveaux d'engagement qui se déclinent les uns après les autres. J'ai bien aimé le terme subsidiarité utilisé par Laurent Berger ce matin. Je pense qu'on peut relier la subsidiarité à nos 3 niveaux comme méthode de changement. Et donc, on va essayer d'appliquer ça à l'emploi. C'est ça le challenge de l'atelier emploi. L'origine l'intérêt du pacte civique pour l'emploi et dans sa genèse dès le départ, puisque l'engagement numéro 24, pour ceux qui ne connaîtraient pas tous les engagements par cœur, c'est faire de l'emploi de qualité pour tous et à temps choisi une priorité nationale. Bon, alors sur les priorités nationales, on peut discuter parce qu'il y en a peut-être trop, mais en tout cas, j'aime bien l'expression faire de l'emploi de qualité, emploi de qualité. On est au cœur, je pense, du sujet, et à temps choisi. C'est-à-dire que ce n'est pas n'importe quel emploi, c'est pas, etc. Bon, donc ça c'est la genèse. Alors l'historique, on peut peut-être passer à la deuxième diapo. Le démarrage de l'atelier emploi, pendant 4 ou 5 ans, ça a été une série d'événements qui ont été labellisés Fête du travail, Fête des emplois. Alors, fête 2 fois, ça serait la suivante, mais enfin c'est pas très grave. Voilà, donc fête du travail, fête des emplois. Donc tous les ans, autour du 1er mai, suivant la date à laquelle ça tombait, le pacte civique, l'atelier emploi du pacte civique venait organiser ou participer à un événement pour rappeler que, ok, on fêtait le travail, mais qu'il fallait également s'occuper des chômeurs et de l'accès à l'emploi. Il y a eu tout un tas d'actions. Cet atelier emploi, il a été créé par Jean-Baptiste de Foucault, ça c'est pas une surprise, et on aura une pensée aujourd'hui pour Maria Novak qui l'avait initié également avec lui. Ils étaient très complémentaires, je peux en témoigner quand je les ai rejoints, parce qu'ils représentaient tous les deux un aspect un peu différent de la vision du travail et de l'emploi. Ensuite, on peut passer à la diapo suivante, est venu depuis à peu près 5 ans le temps on est passé en mode projet. C'est-à-dire qu'on s'est dit on va nous-mêmes porter des projets, initier des projets, aller un peu travailler sur le fond une thématique et voir comment la méthode du pacte civique et ses valeurs peuvent contribuer à faire progresser dans ce domaine-là. Alors, on a travaillé, il y a eu 2 projets qui se sont succédés.
Le premier, donc celui que vous devez voir à l'image, c'est le virage numérique de Pôle emploi. On en parlait ce matin, l'accès au numérique est vraiment quelque chose de problématique. Ça avait été fait en lien avec Jean Basser, qui nous avait lui-même un peu donné la thématique, en disant qu'il était lui-même soucieux. Il disait, ce virage numérique, on est obligé de le prendre parce que c'est le sens de l'histoire et on nous reprocherait quelque part de ne pas le prendre, mais il était soucieux des 15 ou 20% dont il était conscient de personnes qui allaient avoir du mal avec ce virage numérique. Donc on a travaillé sur le sujet avec tous les partenaires, pas uniquement Pôle emploi, mais tous les acteurs sociaux qui accompagnent les personnes, les acteurs du numérique, et on a essayé de dégager des pistes de progrès à partir de ça. Donc ça, c'était la thématique virage numérique de Pôle emploi. Et le deuxième projet qui est actuellement encore en cours, dont on dira un mot à la suite, c'est le projet employeurabilité. Alors, en parallèle avec ce passage en mode projet, il y a eu également un événement, c'est que c'est lancé le projet Territoire zéro chômeur de longue durée. Alors, il y a une histoire très ancienne et très chaotique que je ne vais évidemment pas vous raconter, sinon on va déborder. Mais Jean-Baptiste de Foucault, qui a souvent des intuitions et des fulgurances, a tout de suite vu que le potentiel de ce projet qui était à un moment un peu en mauvaise posture. Et donc, avec un certain nombre d'associations, avec 5 associations, le pacte civique est venu au secours des porteurs du projet, avec ATD Carmonde en particulier, pour essayer de le porter, de le faire aboutir. Et c'est une histoire qui finit bien, puisque le projet a abouti. Et donc, le pacte civique, depuis l'origine de la phase actuelle du projet, enfin, de sa concrétisation, est un partenaire important du projet. Alors, avant de poser une question à Michel de Virville, qui est double vice-président donc du fonds d'expérimentation et de l'association, pour que chacun soit à peu près au niveau sur le projet, on va vous passer une petite vidéo où vous verrez intervenir la plupart des grands acteurs actuels du projet qui vont vous expliquer un peu les tenants et aboutissants de Territoire zéro chômeur. C'est un projet de société qui prétend détruire la privation d'emploi. Quand on voit tous les besoins de la société, le travail ne peut pas manquer. Il y a toujours plus de travail à faire qu'il n'y a de gens disponibles. Il y a des gens, il y a du boulot et il y a de l'argent. On va aller à la rencontre des personnes, identifier avec elles leurs compétences en leur demandant qu'est-ce que vous savez faire, qu'est-ce que vous avez envie de faire et qu'est-ce que vous êtes prêt à apprendre. Je ne savais pas que j'étais commerciale, je ne savais pas que j'allais conduire un camion, je ne savais pas que j'aurais pu faire la petite vendeuse et écouter les clients. Ça nous motive parce qu'en fait, on craint le début du travail. Je suis responsable du site de la Pourchassais à Pipriac. La Pourchassais, c'est une ancienne ferme que nous avons transformée en petite entreprise. On a commencé de rien et de nous-mêmes, les locaux ont été faits de nos mains. On a des solutions qui sont définies à un niveau local, qui sont définies par les acteurs locaux, par les personnes privées d'emploi elles-mêmes. Et donc on ne fait pas pour quelqu'un, on fait avec les personnes. On prend le coût du chômage longue durée, c'est-à-dire un peu plus de 40 milliards d'euros par an pour l'État et les collectivités territoriales. Et bien quand on ramène ce coût aux personnes, c'est environ 18 000 euros par an et par personne. Et de l'autre côté, eh bien, il y a le coût d'un emploi. Le coût d'un SMIC en France, toute cotisation comprise, cotisation salariale et patronale, c'est environ 20 000 euros. Donc on prend les 18 000, on active cette dépense passive et on finance un emploi dans le territoire. C'est ce qu'on appelle l'activation des dépenses passives. L'idée géniale des entreprises à but d'emploi, c'est de développer des activités qui n'existent pas aujourd'hui, c'est-à-dire de venir débloquer du travail supplémentaire. Les travaux utiles pour éviter les effets d'aubaine, pour éviter de prendre du boulot à d'autres opérateurs, on instruit les nouvelles opportunités d'activité et on les soumet au comité local pour validation. Les premiers concernés, ce sont les habitants et nos salariés qui habitent le quartier. Et ce sont eux qui disent collectivement ce service manque au quartier, ce serait bien qu'on le rende. Donc on vient avec les activités débloquer du travail supplémentaire, c'est-à-dire apporter de nouveaux services aux habitants et notamment rendre accessibles financièrement ces services qui ne l'étaient pas si on se contente du marché. Donc tous ces services, au-delà d'amener un plus dans la vie des habitants, permettent vraiment de renforcer la cohésion sociale et la tranquillité du quartier. Nos ressources, comme dans toute entreprise, mais particulièrement dans une entreprise à but d'emploi, ce sont les salariés. Le point très important, dès le début, c'est que nous avons accordé une priorité à la gestion des ressources humaines et à la collaboration entre les salariés. C'est un parcours de longue haleine. Une EBE est une entreprise chercheuse,
qui se construit chaque jour et il faut tenir compte de cette dimension-là. On a fait un bilan intermédiaire qui est vraiment très positif. On voit une société d'assistance qui est en train de se réduire et qui se remplace par une société de travail. Les aides sociales, les associations caritatives qui voient leur fréquentation diminuer. On voit aussi que le fait que les personnes retravaillent, ça rejaillit sur toute la famille. C'est que ce n'est pas juste un projet pour des personnes au chômage, c'est un projet qui va refaire bien vivre tout le territoire. Ce que j'observe en tant qu'élu, c'est que vraiment ce projet, il renverse l'action publique. Habituellement, on travaille pour les gens, on a des bénéficiaires. Là aujourd'hui, les personnes qui étaient privées d'emploi, qui étaient invisibles de l'action publique, elles sont au cœur du projet, elles deviennent salariées et on construit avec elles à la fois le projet, mais aussi toutes les activités et finalement l'entreprise à but d'emploi. Les chefs d'entreprise du quartier peuvent faire appel à l'entreprise à but d'emploi, à des compétences, mais des salariés qui sont dans un cadre sécurisé de travail, dans un cadre collectif, et ça change beaucoup de choses sur notre modèle de société. Il y aura toujours des personnes qui vont dresser la liste des raisons pour lesquelles il ne faut pas le faire. Nous, on est plutôt partisans de cette France dans les territoires qui se mobilisent, qui trouvent des solutions, qui les inventent, qui les créent, qui reposent sur la confiance, sur l'optimisme. Non, on n'avait pas tout essayé contre le chômage jusqu'à territoire zéro chômeur longue durée. Il y a des solutions, elles existent, nous le prouvons. Donc, on doit les mobiliser partout où c'est possible, partout où il y a des volontés. On agit à un niveau local, au plus près de là où on vit finalement, et c'est ce qui fait la force du projet. Alors, je vais poser une question piège à Michel de Virville. Alors, Michel de Virville, il connaît vraiment à fond le projet sous tous ses aspects et depuis longtemps, et il a beaucoup négocié, beaucoup travaillé à obtenir des compromis qui ont permis d'avancer au fil du temps. Et il connaît bien aussi le pacte civique depuis un moment et tout. Donc ma question piège est la suivante. Est-ce que la rencontre entre territoire zéro chômeur de longue durée et le pacte civique, c'est le fruit du hasard? Ou bien est-ce que cette démarche de territoire zéro chômeur, qu'on peut qualifier de citoyenne, territoriale, socio-économique et tout, est-ce qu'elle ne serait pas également un tout petit peu créative, fraternelle, juste, voire sobre? Bonjour à tous. Je pense que la vidéo qu'on vient de voir vous a donné un parfum, probablement une envie d'en savoir plus. Moi, je voudrais insister sur deux dimensions qui correspondent chacune de ces dimensions à deux des vertus socles du pacte. Et je vais commencer par créativité, fraternité. Il y a un point qui est absolument fondamental dans la création d'un territoire. Un territoire, c'est un comité local et puis une entreprise à but d'emploi. C'est que il faut imaginer les activités. Il faut imaginer des activités qui ne soient pas concurrentes d'activités existantes, donc qui ne créent aucun trouble à l'activité économique ou à ce qui existe comme emploi dans les collectivités territoriales ou à ce qui peut se faire dans la politique de l'emploi. Et il faut surtout créer des activités qui soient des vraies activités qui puissent être prises en charge par des gens qui sont durablement privés d'emploi. On ne l'a pas dit en moyenne, les personnes qui sont embauchées par les EBE ont 3 ans de privation d'emploi. Donc, vous voyez que ça n'est pas simple, il y a un gros travail d'imagination. Et c'est pour ça que je pense que ça allie bien l'idée de créativité, trouver des choses utiles à faire qui soient attrapables par les privés d'emploi, et en même temps, cette idée de fraternité. Pourquoi cette idée de fraternité? J'ai été très frappé de ce qui s'est passé pendant la période du Covid. Pendant la période du Covid, évidemment, comme toutes les entreprises, les EBE sont des entreprises de droit commun, comme toutes les entreprises, elles ont été prises de plein fouet par cette crise. Et là, je voudrais témoigner de 2 choses. La première, c'est qu'elles ont formidablement résisté. Et il n'y a pas très longtemps, j'étais avec un chef d'entreprise de l'économie marchande, qui est par ailleurs le président d'une EBE, et qui m'a dit: j'ai beaucoup appris de l'EBE sur la façon de tenir le choc pendant la crise. J'ai trouvé que c'était un beau compliment.
Et pourquoi est-ce qu'elles ont très bien résisté? Elles ont très bien résisté parce qu'elles ont répondu aux besoins qui étaient générés par la crise. La crise a créé beaucoup de situations très problématiques pour nous tous, et en particulier pour les plus fragiles. Et les EBE, évidemment, il y a des activités, comme tout le monde, qui ont été obligés d'arrêter, mais immédiatement, ils se sont portés volontaires pour fournir des services qui étaient des services indispensables pour gérer la crise. Et je pense qu'on voit bien à travers ça quelque chose qui est tout à fait significatif de ce que c'est qu'une EBE et un territoire. C'est vraiment une structure qui est à l'écoute de son territoire et qui est prêt à suivre et à accompagner les transformations de ce territoire, y compris les transformations qui sont une crise rapide. Alors ma deuxième remarque, elle sera sur le couple justice-sobriété. Beaucoup de gens qui sont hostiles à notre expérimentation, et il faut bien le dire, il y en a, disent, voilà, c'est subventionné par l'État, donc c'est quelque chose qui a un caractère artificiel. Bon, je ne vais pas passer trop de temps pour dire que ça ne l'est pas, parce que vous voyez bien que créer des activités qui sont des activités non concurrentielles et qui sont des activités qui s'adressent à des personnes qui sont durablement privées d'emploi, on voit bien de fait qu'on a besoin d'un appui financier de la part de l'État. Ce que je voudrais souligner, c'est que la construction de ce programme est fondée sur une possibilité de modulation entre les territoires. C'est quelque chose de tout à fait exceptionnel. En général, partout, on met en avant l'équité, c'est l'égalité. On donne la même quantité de ressources à tous les territoires. Ce que nous avons voulu créer, c'est un système dans lequel le fonds d'expérimentation, j'ai tendance à m'identifier au fonds d'expérimentation, le fonds d'expérimentation, de fait, s'efforce de donner à chaque territoire ce dont il a besoin. Pas moins de ce qu'il a besoin, parce que sinon il ne peut pas créer les emplois et assurer le droit à l'emploi, mais pas plus. Cette modulation, elle existe déjà de façon forte. La deuxième étape de l'expérimentation qui commence, j'allais dire aujourd'hui, on est en train d'examiner les premiers dossiers de la deuxième étape d'expérimentation, va permettre d'approfondir encore cette question de modulation. C'est-à-dire véritablement d'arriver à ce que chaque territoire utilise juste la quantité de ressources publiques qui est nécessaire pour assurer le droit à l'emploi. C'est quelque chose qui est tout à fait inhabituel. Et ça suppose évidemment beaucoup de solidarité entre... C'est pour ça qu'il y a justice et sobriété en même temps. Ça suppose beaucoup de solidarité entre les territoires. Vous voyez bien que chaque territoire, il a légitimement envie d'avoir les ressources nécessaires. Et ça marque une autre dimension de l'expérimentation qui est que on est à la fois complètement orienté vers ceux qui sont privés d'emploi pour assurer leurs droits, et il y a déjà 2 ou 3 territoires pour lesquels on n'est pas loin de ce qu'on appelle l'exhaustivité, c'est-à-dire qu'il n'y a plus véritablement de personnes durablement privées d'emploi qui soient dans la liste d'attente. Mais en même temps, c'est un dispositif qui est un dispositif économique. Les EBE sont des entreprises de droit commun, et les EBE sont comme toutes les entreprises. Elles doivent réaliser du chiffre d'affaires et fonctionner d'une façon équilibrée économiquement. Voilà, tout ça est très rapide, mais je vous ai donné un petit parfum de ce que nous essayons de faire, tous ensemble, et d'abord avec les personnes durablement privées d'emploi. Merci Michel. Et donc le pacte civique, on va rester bien sûr mobilisé dans cette deuxième étape qui est tout à fait passionnante. On est mobilisé au niveau des instances, de l'accompagnement des territoires avec Bertrand et plusieurs personnes en région, et puis les collectifs locaux également qui s'impliquent là où ils sont. Et parfois mobilisés sur le terrain. Et on se mobilise, y compris sur le terrain, en allant à la rencontre.
Merci Michel. Dernier petit flash sur donc les activités d'Atelier Emploi. On va vous dire un mot avec Bertrand du projet Employeurabilité. Alors employeurabilité, c'est un gros mot qui est pas facile et sur lequel les gens accrochent un petit peu. Vous saisissez immédiatement le pendant avec employabilité, qui est donc beaucoup plus classique qu'employeurabilité. Alors vous savez qu'au Pacte civique, on aime bien... On n'aime pas la complexité, mais on reconnaît la complexité. Et là, je vais vous citer une phrase de Jean-Baptiste qui dit que la responsabilité de l'emploi, elle est partagée. Les mécanismes de marché font peser une responsabilité importante sur le demandeur d'emploi, alors qu'il existe également une responsabilité des employeurs. C'est ça qu'on va travailler sous le vocable employeurabilité. Je vais faire très court et très rapide. J'étais à une réunion locale politique il y a 10 jours et il y avait un entrepreneur d'une PME d'une centaine de personnes qui intervenait et qui disait mais la reprise est là et on manque de bras. Ça, je pense qu'actuellement on ne peut pas écouter la radio ou un journal télévisé sans entendre qu'on manque de bras dans les EHPAD, dans l'agroalimentaire, dans l'industrie, absolument partout. Et donc, cette phrase-là, elle interpelle. Je me souviens aussi, pendant la phase Covid, on disait aussi qu'il fallait aller ramasser les fraises, mais qu'il y avait plein de gens inactifs, ils avaient qu'à aller ramasser les fraises, mais bon, ils n'y ont pas été, et il a fallu faire une dérogation pour que les femmes des pays de l'Est qui venaient régulièrement puissent venir cette année-là pour également faire le travail. Bon, donc on voit bien toute cette... ce matin, Laurent Berger a évoqué également les difficultés de recrutement. Donc l'objet de notre projet, c'est de rééquilibrer les choses entre ce qu'on demande aux employés, aux chômeurs, et ce qu'on peut demander légitimement aux employeurs. C'est ce qu'on met donc sous le terme employeurabilité. La principale leçon qu'on a retenue à l'issue de toute la démarche, alors je ne sais pas où on en est au niveau diapo, non, il n'y en a pas du tout. Bon, la leçon principale qu'on a retenue, c'est qu'il y a vraiment un lien fort. Bon, il y a ce rééquilibrage est à faire parce que les employeurs, en particulier les employeurs de TPE et de PME, ont également besoin d'être accompagnés, comme les chercheurs d'emploi. Et le deuxième aspect, c'est qu'il y a un lien fort et qui apparaît vraiment entre la qualité du travail. Tant qu'on dira qu'on manque de bras et qu'on qualifie le personnel qu'on cherche à recruter de bras, c'est normal qu'on ait des difficultés, moi je pense. C'est pas des bras qu'on recrute, c'est des êtres humains. Donc la qualité du travail, l'attention aux personnes, le respect des personnes est un élément fondamental et sur lequel il faut travailler si on veut travailler d'une manière sérieuse et efficace sur les problèmes de recrutement, sur les problèmes d'emploi, sur les problèmes de chômage. Alors, je ne vous en dis pas plus, il y a une plaquette qui est très complète que vous trouverez sur le site et je vous invite, pour ceux qui ne la connaissent pas, à aller la regarder. Elle décrit bien tout le cheminement qu'on a fait dans le projet. Avec Bertrand, on va juste vous présenter deux livrables, le mot n'est pas beau, on va dire deux fruits de notre projet. On a, un peu à la suite de ce qu'avait fait SNC avec un emploi nommé Désir, nous on a créé une pièce, enfin, coproduit une pièce qui a été écrite par Christian Poissonneau, qui s'appelle Un employé nommé Désir, et qui permet donc de mettre en réflexion les employeurs ou les acteurs de l'emploi sur cette part attendue des employeurs dans l'amélioration des choses. Cette pièce, elle va être jouée, elle a déjà été jouée 2 fois avant le confinement, mais vous comprenez bien que la période après nous a un peu stoppé. On reprend la dynamique et elle va être jouée le 7 octobre à Paris, au Musée Social, en plein Paris, à 2 pas du Pacte civique, en lien avec le labo de l'ESS et la Fondation du Crédit Coopératif, avec un focus, ça plairait à Hugues Sibyl, sur l'ESS, les employeurs de l'ESS. Donc cette pièce va être jouée le 7 octobre à 18h au Musée Social. Il y a aussi, vous trouverez sur le site du Pacte civique tous les renseignements. On va vous passer la bande-annonce de la pièce, parce que pendant le confinement, comme on ne savait pas quoi faire, on a fait une petite bande-annonce qui présente la pièce. Le Pacte civique présente la comédie interactive Un employé nommé Désir. Comment ça, Nicolas, tu peux pas venir? Parce que tu te sens mal? Attends, c'est quand même pas parce que hier soir, je t'ai dit que tu étais gros mollasson. Mais non, c'est pas ce que j'ai voulu dire. J'étais énervée, voilà. T'es un petit peu lent. Enfin non, pas lent. Posé, voilà.
Ça, c'est un compliment, ça. Non, Nicolas, tu peux pas me laisser tomber. On a une table de 15 ce midi. J'ai vraiment besoin de toi, là. Eh ben c'est ça, reste chez toi, espèce de gros mollasson. Puis tu sais quoi, tu peux même y rester définitivement. Oh, c'est pas vrai, il va falloir que je recrute quelqu'un à sa place, moi. Mais quelle galère! Vous êtes employeur et vous cherchez à recruter, mais aussi à garder durablement votre personnel. J'ai vu votre CV, j'aimerais échanger sur votre parcours pour voir ce que vous pouvez m'apporter. Ouais, moi aussi. Vous aussi. Moi aussi, j'aimerais savoir ce que vous pouvez m'apporter. Un employé nommé Désir vous invite à réfléchir et échanger sur les difficultés rencontrées et les pistes pour les dépasser. Et vous, comme manager, vous attendez quoi d'un collaborateur? Loyauté, créativité, esprit d'équipe, enthousiasme, autonomie. Bien, ça me donne envie de travailler avec vous. Et moi aussi, je peux vous dire ce que j'attends d'un manager? Bien sûr. Et je suppose que vous voulez un CDI? Ah non, un CDD, ça ira très bien pour commencer. Et puis si ça se passe bien, on verra ensuite pour le CDI. Un employé nommé Désir illustre le lien entre management et fidélisation. Alors Marie, dites-moi, qu'est-ce que vous aimeriez pour être encore mieux dans votre travail? Moi, j'aimerais bien faire du commercial. Vous savez, c'est compliqué le commercial. Et ça va vous apporter quoi d'être commercial? Ça va me permettre d'évoluer, de changer, et puis... Et puis, le problème, c'est que moi, j'ai absolument besoin de vous comme secrétaire. Mais faites pas cette tête-là, Marie. Je vous valorise, là, entendez-le. Madame Martin, je voulais vous demander si je pouvais changer d'horaire. Ah non, on touche pas au planning, c'est beaucoup trop compliqué. Ah mais non, mais vous inquiétez pas, j'ai tout organisé avec Brigitte, elle est d'accord pour changer. Et puis avec Monsieur Dubreuil, on pouvait changer. Alors, j'ai un scoop pour vous. Maintenant, la directrice, c'est moi, ok? Ah non, là, je peux pas t'augmenter. La conjoncture est très défavorable. Ah bon? Je t'ai déjà dit ça l'année dernière? Ah bah tu vois, ça prouve que je suis cohérente. Un employé nommé Désir. Une comédie interactive pour une alchimie gagnante entre collaborateurs et dirigeants. Voilà, donc la pièce, elle existe, la preuve, et maintenant on va essayer de la faire tourner et puis d'interpeller un petit peu, d'accompagner les gens, les mettre en mouvement. Le pacte civique, on ne va pas changer le comportement, on n'a pas l'ambition de faire changer les comportements, mais juste d'aider les gens à se poser des bonnes questions. Le deuxième fruit du projet, c'est Bertrand qui va vous en parler, donc c'est un outil qu'on va mettre à disposition des employeurs qui voudraient travailler sur la qualité du travail et le travail existant dans leur entreprise, avant de se poser des questions sur le recrutement, déjà s'interroger sur le travail existant dans l'entreprise et la place de leurs collaborateurs. Bonjour à tous. Je reviens une seconde sur la pièce. Moi, je suis frappé, je suis allé 2 fois. Et comme le disait Patrice, il y a eu le Covid après. Mais c'est incroyable la richesse des débats qu'il y a autour de ça, aussi bien de la part des encadrants et des managers que des gens qui viennent comme ça spontanément. Alors l'autre outil dont on va vous parler, c'est Ikigai. Et l'idée était de se dire qu'est-ce qu'on peut mettre en place de concret, sachant qu'il y a tout de même 150 outils qui existent déjà sur le marché. Donc on a dit on ne va pas refaire ce qui est déjà fait. On a essayé donc j'ai passé beaucoup de temps d'abord à étudier ce qui existait. J'ai fait une petite typologie rapide de ce qui existait. Vous avez des indicateurs, par exemple sur la qualité de la vie. Il y a un indicateur qui est un indicateur volontaire qui a été mis en place par le ministère du Travail sur l'égalité professionnelle. C'est-à-dire qu'il fait un mix, une pondération entre la différence de revenus entre hommes-femmes, s'il y a une augmentation quand les femmes reviennent à la suite d'un congé maternité, si c'est pour 10% les gens qui sont à la direction de l'entreprise, est-ce qu'il y a autant d'hommes que de femmes, etc. Ça, c'est un outil impératif. Vous avez une note, et si vous n'obtenez pas la note, on vous tape sur les doigts. C'est évidemment pas du tout ce qu'on a souhaité faire. Il y a d'autres indicateurs sur la qualité de la vie au travail qui ont été développés. Je pense à un qui s'appelle Glassdoor. C'est-à-dire que tous les salariés peuvent écrire et dire, voilà, dans le service de comptabilité chez Danone, ça se passe bien, bonne ambiance, etc. Bon. Et je pense que c'est très utile et les jeunes regardent souvent ça avant de postuler dans une entreprise pour voir si effectivement le service comptable ou le service marketing de Danone est à la hauteur de la réputation de l'entreprise.
Ça, ce sont des indicateurs, je dirais, volontaires, une démarche volontaire. Il y a aussi des indicateurs, c'est frappant, mais des indicateurs financiers. C'est-à-dire que vous avez AXA, BNP, Mechert, Rothschild, qui ont mis en place des indicateurs sur l'idée toute simple, le bien-être des salariés participe à l'identité de l'entreprise et à sa culture, et cela donne plus de cohésion et favorise la capacité d'innovation. Et sur cette base-là, c'est-à-dire, ils ont pris des critères, toutes les entreprises, c'est le turnover, le taux d'absentéisme, le nombre d'accidents du travail, la politique des congés, les écarts de revenus, et à partir de cela, ils ont dit, je vous suggère d'investir dans telle entreprise. Ça, ce sont ce qu'on appelle des indicateurs financiers. Il en existe tout un ensemble d'autres, je ne vais pas vous prolonger parce que ce qui est intéressant, c'est ce que nous avons essayé de faire. Mais il y a, par exemple, Engie, dont je viens, mais aussi il y en a d'autres, un qui s'appelle Jubivi, l'autre Bloom at Work, ce sont des sondeurs. Sondeurs, c'est-à-dire ça prévient les directions RH, il y a dans telle direction un problème. C'est-à-dire que les salariés envoient un message anonyme en disant « ça ne va pas du tout, le directeur marketing est mauvais », etc. Donc ça, ce sont des alertes. C'est une quatrième méthode. Alors, nous, qu'est-ce que nous avons essayé de faire par rapport à ça ? Nous avons travaillé d'abord au début, je dois le dire, parce que c'est un riche échange qu'on a eu avec l'ARACT Grand Est. Alors, les caractéristiques de notre outil, c'est quoi? Pour qualifier cette qualité de vie au travail, on a dit il faut un questionnaire sur mesure. Ça veut dire quoi? Très concrètement, dans une boucherie, eh bien, le commis qui est chargé de découper la viande, parmi les critères qu'il peut avoir sur la qualité de sa vie à son travail, c'est la qualité des outils de coupe des outils qu'on lui confie. Pour un commis qui travaille dans une boulangerie, lui, c'est ses horaires, est-ce qu'il est vraiment obligé de venir à 2 heures du matin? Donc, il ne s'agit pas de faire une grille pour tout le monde, par secteur, petite entreprise, moyenne entreprise, entreprise de service, ETI. Il faut que ce soit les entreprises qui créent leur grille. Je vous en présenterai une tout à l'heure. Ce ne sont donc pas, contrairement à beaucoup de méthodes qui ont des critères worldwide, pour reprendre un mot qui me mérite un peu. Là, nous avons dit au contraire, on fait des critères localement, entreprise par entreprise. Donc évidemment, c'est plus long, mais ça nous apparaît intéressant. Deuxième chose. L'outil est maîtrisé de l'intérieur. Il y a beaucoup d'entreprises qui confient ça à une entreprise extérieure, et là, on a dit non. Ce sont les salariés. Cet outil de mesure de qualité au vie au travail, ce n'est pas une boîte noire, c'est eux qui décident. Les indicateurs, c'est eux qui sont là au dépouillement et qui comprennent les notes qui sont données. Ça, c'est la deuxième chose. L'anonymat, troisième critère qu'on a choisi. Parce qu'évidemment, vous ne donnez pas les mêmes notes si on sait que c'est Dupont qui a donné une mauvaise note sur tel ou tel sujet, parce que son supérieur peut éventuellement réagir. Donc ça, vous allez voir un exemple concret, l'anonymat, c'est une condition indispensable pour la crédibilité des notes. Alors, je disais tout à l'heure, je ne sais pas où on en est, pour le moment, tout va bien. J'ai une dernière remarque générale à vous donner un exemple. Nous avons pensé que cet outil, c'est la même méthode, c'est qu'elle vient des équipes. Elle s'applique aussi bien à une PME, une ETI, un service d'une grande entreprise. Parce que c'est un tableau Excel, vous allez le voir, et ça peut très bien se corriger en fonction du nombre de gens qu'il y a dans l'équipe et du nombre de critères. Parce qu'on peut très bien commencer la qualité de la vie au travail avec 3 critères, 4 critères, 5 critères. Vous choisissez. Et puis, au fur et à mesure que vous maîtrisez ces différents critères, vous pouvez très bien dire, j'en rajoute un. Bon, très bien. Alors maintenant, on va passer à un exemple, si Charles, tu as la gentillesse de le montrer. Alors, on a pris quoi? Je me lève, c'est un exemple. Donc je vous disais, c'est anonyme, c'est des personnes 1, 2, 3, 4. Bon, mais chaque personne sait qu'il est le 1, 2, 3, 4. Et nous avons pris quelques exemples, on a discuté avec beaucoup de chefs d'entreprise, etc. Et on a pris ceux-là. Mais vous pouvez très bien en prendre 3, 4, 5, 10, plus. C'est ceux-là qu'on a mis pour l'exemple. Bon. Qu'est-ce qui est intéressant? C'est chacun met ses notes. La personne 1 met 1, 4, 7 sur chacun des points, c'est sur 10. Les difficultés qu'on a vues dans certains outils qui étaient employés, c'est qu'il y en a qui disaient, on posait la question et la réponse était très bon, très mauvais, vrai, faux. C'est difficile d'opérer, de se servir de résultats
exprimé en vrai, faux, moyen, bon, etc. Nous, on a choisi des notes. Ça va de 1 à 10, c'est facile, et on fait la moyenne. Voilà. Alors, l'autre avantage de cette méthode, nous semble-t-il, c'est que chacun remplit sa feuille, on le remet au responsable, et c'est le responsable qui le met tel qu'exprimé ici, et les résultats s'affichent tout de suite. C'est-à-dire que quand il y a beaucoup de cabinets qui font ça, mais les résultats arrivent 3 mois, 4 mois, 6 mois après. Non, nous, on donne la méthode du jour et pas 6 mois après. Donc ça, je pense que c'est important aussi. Le caractère, une autre caractéristique qu'on a choisie, parce que dans toutes les études qu'on a vues, on a vu qu'il y a des études qui étaient faites en mélangeant 2 services ou 2 business units ensemble dans les résultats. Or, après ça, pour chaque business unit, c'est intéressant de savoir si, pour être opérationnel, pour arriver à améliorer une des caractéristiques de la vie au travail, il faut que chaque responsable d'équipe dise « oui, mon équipe c'est bien sur ce point-là, c'est moins bien sur tel autre ». Et du coup, si vous mélangez des gens, des choux et des carottes, vous n'arrivez pas à améliorer vos choux de l'autre côté et vos carottes de l'autre. Donc, pas de mélange, il faut des business units ou des services ou des différents. Ça, c'est le caractère opérationnel qui nous a paru important. L'intérêt de ces notes, c'est que vous voyez pour chacun des sujets, par exemple, le premier, je prends la qualité de l'accueil. Vous voyez une moyenne à 4,6 sur 10, vous dites c'est pas très bon. Pourquoi c'est intéressant? C'est parce que l'équipe en question peut se dire, bon, on est à 4,6, qu'est-ce qu'on fait pour que ça s'améliore? Vous avez 2 choix. Vous nommez une personne spécialisée dans l'accueil des nouveaux arrivants, ou bien vous mettez en place un protocole qui s'applique à tout le monde pour que les nouveaux arrivants soient ça. Vous faites ce que vous voulez. Vous choisissez la méthode, et puis 6 mois après, vous refaites un sondage comme ça, et vous voyez si la note est passée de 4,6 à 4,8 ou si elle a baissé encore. Ça voudra dire que le protocole que vous avez mis en place n'est pas bon et qu'il faut en prendre un autre. Voilà. Ça, c'est une autre. Donc, on le fait sujet par sujet, mais je me répète, ici, il y en a 9. On peut très bien n'en faire que 4 pour commencer, quel que soit le secteur. Et je comprends bien, dans une boucherie, on met la qualité du tranchant des outils qui sont utilisés. Le dernier remarque sur ce tableau, et après ça, je passe au dernier. Vous avez une moyenne alors, la colonne 9, c'est la moyenne ressentie par chacun. C'est-à-dire qu'on pose la question, finalement, sur la qualité de la vie au travail, vous estimez combien? Donc les gens mettent la colonne 9, 5, 9, 8, 4, 4, 5. Vous le voyez. Parfait. Et dès qu'ils ont mis leur note, ça apparaît, mais c'est l'avantage des tableaux Excel, la note réelle, la moyenne arithmétique de ses propres notes. C'est-à-dire que celui qui a mis, par exemple, le deuxième, la personne 2, qui a mis une moyenne ressentie par chacun à 9, alors que la moyenne arithmétique de ses propres notes est à 4, 5, il doit se poser la question, pourquoi je suis à 9 dans mon impression générale, et pourquoi, quand je prends la moyenne de différents outils, j'arrive à 4,5. Je vais passer maintenant au 3e tableau, et j'aurai fini, si tu veux bien, Charles. Voilà. Donc, chaque personne se retrouve avec ce tableau, c'est-à-dire là, j'ai pris l'exemple de la personne numéro 3, elle a ses propres notes, 9, 8, etc., et en dessous, la moyenne de l'équipe. Et elle peut se poser la question, là, c'est donc une réflexion par rapport à lui-même, c'est pourquoi j'ai mis 9 sur la qualité des accueils, et la moyenne de l'équipe est à 4,6. C'est intéressant que chacun, de manière anonyme, puisse se positionner par rapport à l'ensemble de son équipe, sur chacun de ces indicateurs, et nous l'avons mis sous forme de diagramme en dessous. Vous voyez l'extrême diversité entre la personne qui est en bleu et la moyenne de l'équipe qui est en orange. Je finis. Donc vous avez compris que notre indicateur ici est très loin de l'indicateur obligatoire du ministère du Travail. Nous avons cherché à faire un exercice volontaire ici, refusant tout caractère obligatoire et rigide. Ikigai, donc, c'est un outil de dialogue et de progrès. Et enfin, je finis, parce qu'il y a tout de même beaucoup de cabinets qui n'hésitent pas à commander des études très chères. Cette proposition est en open source. Donc, si vous voulez, si vous connaissez des entreprises qui sont intéressées par l'expérimenter, nous sommes tout à fait d'accord et prêts. Et on peut très bien faire à la fois la présentation de la pièce et la présentation d'Ikigai. Merci. Merci Bertrand.
C'était donc la conclusion que je partage totalement avec Bertrand.